Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteure en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie, parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Delphine Denis, prof de yoga et fondatrice du studio Casa Yoga dans le 10e arrondissement à Paris et de la plateforme de yoga Casa Yoga TV. Je connais Delphine depuis plusieurs années, j'ai d'abord été élève des studios, et puis j'ai fait des retraites en Thaïlande, en Inde et dans son lieu en Corrèze, et à chaque fois ça a été des expériences transformatrices pour moi. Delphine m'a montré le chemin possible de vivre avec la philosophie du yoga et les rituels de l'Ayurveda dans son quotidien, de partir vivre dans la nature en Corrèze et de vraiment créer une activité qui lui ressemble en respectant son style de vie. Je l'ai donc interrogée pour revenir sur son parcours et savoir comment tout ça a été possible. Je vous laisse donc découvrir l'épisode avec Delphine et je vous retrouve à la fin de l'interview. Bonjour Delphine, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui comme invitée du podcast Un autre chemin est possible. Tu fais un peu partie de mon quotidien parce que moi je te vois tous les matins quand je fais mon yoga puisque je suis une grande adepte de ta plateforme de yoga en ligne Casa Yoga TV. Et donc tu fais vraiment partie de ma vie et j'ai la chance de te connaître aussi personnellement. Donc je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui, c'est une chance et je sais que c'est un exercice qui est pas forcément habituel pour toi et je te remercie aussi de m'accorder cet échange. Et comme j'ai l'habitude de t'entendre parler de yoga, de ton sujet de prédilection, je vais être hyper contente aussi d'avoir ce temps où tu vas nous parler aussi de ta vie de chef d'entreprise, d'entrepreneur et de nous parler de toute une autre facette qui est hyper importante pour toi. Donc bien sûr, je vais te laisser te présenter. Merci Marion. Écoute, moi je suis très contente de participer à ce nouveau podcast et de te suivre dans tous ces nouvelles choses que tu mets en place depuis quelques mois ou quelques années maintenant. Et donc moi je suis prof de yoga depuis un bon moment maintenant. Je suis spécialisée dans l'Ayurveda et j'accompagne mes abonnés sur Casa Yoga TV dans leur pratique à la maison, pour les aider à intégrer le yoga, mais aussi le style de vie du yoga à leur quotidien. Et avant ça, j'étais ingénieure en informatique, donc j'ai eu toutes des années de transformation pour en arriver là. Justement, tu vas revenir sur cette transformation, tu vas nous raconter ces différentes étapes. Est-ce que avant de parler de ça, tu peux me décrire un peu ton activité, en quoi consiste vraiment ton activité? Donc tu as la partie studio en présentiel et également toute la partie digitale, c'est ça? Oui, j'ai plusieurs aspects en effet. J'ai donc un studio de yoga à Paris, mais je ne m'en occupe plus du tout. Par chance, j'ai trouvé quelqu'un de très bien, Alexandra, qui s'en occupe, qui gère les profs, les salles, les élèves. Ensuite, il y a donc Casa Yoga TV, et là, c'est là que moi je travaille à temps plein, on peut dire. Et en plus, donc je vis en Corrèze, et en Corrèze, j'ai créé un centre de retraite de yoga où j'organise mes retraites et j'espère les reprendre bientôt. Tu disais que tu avais une autre vie avant le yoga, en ingénieur en informatique, et j'imagine que tu as aussi changé, tu vas nous raconter pourquoi, mais pour un métier qui a plus de sens. En quoi aujourd'hui ton activité, tu penses, quel est le sens que tu donnes à ton activité et en quoi tu penses qu'elle contribue à un monde meilleur? Pour moi, en partageant le yoga, j'aide chacun à se sentir mieux dans sa vie et à avancer sur son chemin personnel, tout simplement. Chaque jour, se sentir un petit peu mieux, se réaligner avec ce qui est important pour nous, prendre ce temps. Pour moi, c'est essentiel et vraiment, je me sens
à ma place quand je travaille dans ce domaine. Alors justement, comment tu as fait pour te lancer? Comment tu as fait? Raconte-nous un peu les étapes entre le passé d'ingénieur en informatique à ce métier où justement tu es à ta place aujourd'hui. Ça a été à la fois très court au moment où je me suis vraiment lancée et très long. En fait, donc j'ai commencé à pratiquer le yoga en 2001. À l'époque, j'étais vraiment pas bien, très anxieuse, très stressée, des problèmes de dos, etc. Donc j'ai commencé à faire du yoga en 2001. J'ai tout de suite vraiment accroché. J'ai beaucoup pratiqué avec mon prof, mais aussi beaucoup chez moi, très vite, parce qu'à l'époque, je vivais seule avec mon fils, donc je pouvais pas partir comme ça au studio, en studio de yoga pour pratiquer. Donc très très vite, je me suis mise à faire du yoga chez moi, tout simplement. Et donc ça, c'était en 2001. Et 2 ans après, donc en fait, dès que j'ai commencé à travailler, ça c'était il y a longtemps, c'était en 95, donc il y a presque 30 ans. Dès que j'ai commencé dans l'informatique, je me dis oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? Dans quel mauvais drap je me suis mis? C'est vraiment pas ce qu'il me faut. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Sauf que je n'avais vraiment aucune idée d'autre chose à faire. Donc j'ai continué dans l'informatique, le temps que j'avais besoin comme tout le monde, de gagner ma vie. Et donc après, je me suis mise au yoga. Puis en 2003, j'en avais vraiment trop marre et je suis partie. J'ai pris une année sabbatique. En fait, je suis partie en voyage pendant 1 an. En Australie, puis après toute l'Asie du Sud-Est pendant 1 an avec mon fils. Et c'est là, à la fin de cette année, que j'ai décidé de me former pour être prof de yoga. Donc c'était en fin 2004, j'ai fait une première formation de prof de yoga. Et après ça, je suis retournée au travail et là, j'ai donné ma démission en me disant je vais être prof de yoga. Et là, j'ai vécu 3 jours et 3 nuits d'angoisse. Vraiment l'impression de perdre tous mes repères. Et finalement, je suis retournée voir mon boss. Je lui ai dit non, je peux pas, je ne vais pas partir comme ça, je reste. Et donc, bien gentiment, il a accepté et je suis restée. Et c'est que 7 ans plus tard que vraiment j'ai pu quitter mon travail dans l'informatique pour vivre du yoga, en fait. Donc, j'ai fait d'autres formations pour approfondir, pour me sentir vraiment prête, en fait, parce que le yoga, s'il suffit pas de l'avoir appris, il faut vraiment l'avoir intégré pour pour avoir quelque chose à partager. Et à partir de 2009, j'ai commencé à donner des cours particuliers, en plus de mon travail. Puis après, j'ai pris tous les mercredis, je donnais des cours toute la journée, le dimanche également. Après, j'ai commencé à louer une salle et à donner des cours, toujours en plus de mon travail. Donc, j'étais déjà bien chargée. Et c'est en 2011, donc 7 ans après ma première formation, que j'ai quitté l'informatique pour ouvrir ma salle. Et que j'ai ouvert ma salle et ça a tout de suite fonctionné. C'est super ça déjà, que ça ait tout de suite Oui. bien marché pour toi. Donc ça a été à la fois court au moment où j'ai décidé de vraiment en vivre, mais très long pour me décider à le faire en fait. Ouais, complètement. C'est important que tu rappelles que ça prend vraiment beaucoup de temps et que en même temps, quand c'est le moment, effectivement, les choses se font de manière fluide et assez rapide finalement. Oui, voilà. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand tu dis que tu as pu en vivre, donc il s'est passé combien de temps entre le moment où tu as quitté ton travail et tu as pu vivre du yoga tout de suite après? J'ai quitté mon travail, c'est en avril 2011 et j'ai aussitôt trouvé mon espace pour faire mon studio, pour y installer mon studio. Là, j'ai fait 3 mois de travaux avec Eric, mon compagnon. C'est un peu notre spécialité, les travaux. Et après, dès le mois de septembre, j'ai ouvert et j'avais déjà pas mal d'élèves parce que je donnais 3 ou 4 cours par semaine dans des salles que je louais. Et là, le fait d'avoir vraiment un studio, un espace juste pour moi, ça a tout de suite fonctionné. En fait, tout le monde a commencé à arriver. Dès le premier mois, je pouvais gagner ma vie par mes cours. Ah, c'est super. Et c'est le studio du coup Casa Yoga rue de Paradis, c'est celui-là dont tu parles? Oui, c'est celui-là, ouais, qui aujourd'hui n'existe plus. Je l'ai fermé suite au Covid, en fait. Mais quand j'ai commencé, donc je louais une salle dans le 10e arrondissement. Les premiers cours que j'ai donnés, il y avait personne. J'ai vraiment commencé de zéro, sans connaître personne, sans avoir d'élèves encore. Donc, je louais une salle, c'était le mercredi, je crois, de 12h30 à 13h30. Et les 2-3 premiers cours, j'avais aucun élève. Après, il y a une élève qui est arrivée, Julia.
Après, il y a 2 autres élèves qui sont arrivés et vraiment, je suis partie de zéro et au fur et à mesure, comme ça, j'ai pu créer mon cours et assez vite, j'ai eu 10, 12 personnes. Ensuite, j'ai ouvert un deuxième cours dans une autre salle et ça s'est construit, mais vraiment de zéro, quoi. Ouais, c'est hyper important de le rappeler parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écouteront ce podcast qui sont aussi au début de leur reconversion dans leur nouvelle activité dans le bien-être. Et souvent, ce démarrage de zéro, on se dit mais comment je vais faire? Et c'est important que tu partages. Tout le monde ne part pas avec un acquis. Enfin voilà, toi, tu as vraiment traversé ça de partir de zéro. Et en plus, en 2011, toi, t'es pas trop passé par le côté les réseaux sociaux comme aujourd'hui, c'est peut-être beaucoup plus important. En fait, à ce tout début, déjà, le nom que j'avais choisi, c'était Yoga Ido, puis que j'ai retiré assez vite parce que ça fait un peu yoga mal au dos. Et j'avais fait des flyers tout simplement et j'allais les déposer, mais vraiment très timidement dans les boutiques du coin. Je me disais, mais qui suis-je pour aller déposer des flyers de yoga? Donc oui, il y a quand même beaucoup d'étapes à passer pour trouver sa place. Ouais. Qu'est-ce qui, d'après toi, a fait décoller ton activité entre déposer timidement des flyers et d'un seul coup, comme tu dis, le studio qui est rempli avec 12 personnes par cours, tous les cours pleins Ben, ça a été, j'étais vraiment très régulière et j'étais toujours là, même quand il y avait 0 personne le mercredi midi, ben, je venais tout le temps jusqu'à ce qu'une personne vienne, puis après les autres, et puis je pense que mes cours étaient appréciés, et du coup, et puis le fait que je sois la seule prof, déjà j'y mettais toute mon énergie, hein, toute mon énergie de la semaine, elle était là dans ce cours que je donnais le mercredi. Et puis je connaissais mes élèves, même au début quand j'ai ouvert les studios, je connaissais chaque élève par son prénom, je savais où il en était dans sa pratique, etc. Et ça, c'est assez rare finalement comme proposition. Oui, surtout à Paris où il y a des gros studios, comment dire, avec beaucoup d'anonymat des fois dans les studios et que toi t'as apporté cette qualité très personnelle, très studio très familial quelque part dans l'ambiance. Oui, tout à fait. Et j'y tenais vraiment, quoi, ce côté familial, bienveillant, comme un petit îlot, un peu différent de tout ce qu'on peut trouver autour et où on peut se retrouver. Et donc ça a commencé par les studios, donc un premier studio, ensuite une ouverture d'un deuxième, c'est ça? Oui, un premier studio et au début j'étais la seule prof. Enfin, la première année j'étais la seule prof et j'avais jamais eu l'idée d'avoir d'autres profs d'ailleurs. Je pensais juste avoir mon studio. Au début je donnais, je crois, 9 cours par semaine. Et puis très vite les cours se sont remplis donc j'ai créé d'autres cours, mais au bout d'un an je donnais 25 cours par semaine et j'étais vraiment seule à les donner. Donc pour l'année scolaire d'après j'ai fait appel à 2 autres profs. Et là pareil, tout s'est rempli. Enfin au fur et à mesure c'était vraiment le moment où les salles de yoga avaient un succès fou à Paris. Et si bien que 2 ans après, j'ai ouvert un autre studio. Donc du coup, j'ai dû prendre encore d'autres profs. Et là, je me suis retrouvée, ça a été trop pour moi, clairement. Je me suis retrouvée avec 14 ou 15 profs de yoga, en fait, donc à gérer, hein, gérer les plannings, gérer les remplacements, gérer tous les élèves. On a eu jusqu'à 650 élèves par semaine dans les studios. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Et finalement, je me suis retrouvée à faire essentiellement de la gestion, de la gestion et de l'informatique. Et il me restait à peine de l'énergie pour donner quelques cours par semaine, en fait. Donc, de là, j'ai dû un peu réorganiser enfin, non, j'ai même pas réorganisé les choses là tout de suite. J'ai continué à ajouter d'autres choses. En fait, j'avais été tellement frustrée de travailler dans un domaine qui n'était pas le mien, dans l'informatique, pendant toutes ces années. J'avais l'impression que mon temps ne m'appartenait plus. Donc là, j'avais l'impression que je pouvais vraiment faire tout ce que je pouvais et j'ai pris toutes les opportunités pendant quelques années jusqu'à ce que ce soit vraiment beaucoup. Donc j'avais 2 studios. On s'est installé en Corrèze où on faisait les travaux pour installer cet espace pour les retraites de yoga et en parallèle Casa Yoga TV qui est né en 2015 aussi. Donc ça faisait beaucoup de choses. Et les retraites de yoga à l'étranger. Mais j'étais tellement passionnée que j'avais de l'énergie pour tout ça. Et au début, j'arrivais à tout faire. Puis à un moment, ça a été trop. Il a fallu que je fasse un peu des choix. Et c'est à partir justement de quel moment que tu as pu un petit peu réorganiser ton activité, faire ces choix importants? Finalement, ces choix, je les ai pas vraiment faits avant 2020, avant le Covid. Donc j'ai eu quelques années vraiment où je faisais beaucoup de choses.
Mais avec grand plaisir. Hein. Justement, j'avais envie de parler un peu de toute la casquette entrepreneuriale, et on dit souvent l'entrepreneuriat, c'est ce côté couteau suisse, on fait beaucoup de choses comme tu le partages. Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes casquettes de ton métier, puisque finalement on se rend compte que le yoga c'est une casquette, et comme tu dis, à un moment tu t'es retrouvé de ton activité où ça devenait presque une casquette mineure par rapport à tout ce que tu faisais dans ta vie entrepreneuriale. Tu peux nous en parler de toutes ces casquettes? De toutes mes casquettes. Donc, je peux peut-être parler de celles que j'ai maintenant, parce qu'il y en a pas mal que j'ai abandonnées, notamment les studios. Donc, je m'occupe plus du tout des studios. C'est Alexandra Dutrio qui s'en occupe, et heureusement, je pourrais vraiment pas faire ça en plus de tout le reste. Donc, maintenant, je suis vraiment concentrée. Je travaille à 100% sur Casa Yoga TV, et c'est ce qui me passionne. Hein, c'est ce qui a du sens pour moi. Et toutes mes casquettes, je suis prof de yoga avant tout, et pratiquante de yoga encore avant. Ensuite, je m'occupe de la communication, des newsletters, de l'administration, du référencement, du site web, de l'organisation, même les montages, c'est moi qui les fais, et tout le marketing pour me faire connaître. Donc, j'ai un peu d'aide aussi, bien sûr. Hein, il y a une personne qui fait le développement du site, une autre qui fait le développement de l'application. Il y a Ninon Godin qui s'occupe des réseaux sociaux pour moi, et ma sœur qui s'occupe de ma comptabilité. Heureusement. Mais je m'occupe de tout le reste, oui. C'est quoi les aspects que t'aimes le plus et ceux que tu pourrais peut-être encore laisser de côté si t'avais la possibilité aujourd'hui? Ce que j'aime le plus, c'est pratiquer et enseigner. Tout ce qui est communication et écrire mes newsletters, j'y prends un grand plaisir aussi. Hein, pour moi, c'est important. Et concevoir mes parcours, concevoir les cours, ça, c'est vraiment là que je m'éclate le plus. Après, le marketing, c'est intéressant. Finalement, chaque étape est intéressante, je trouve. Ça fait peut-être beaucoup de choses, mais en même temps, chaque rôle est intéressant. Oui, et peut-être tu peux nous raconter un peu, je sais pas si c'est une journée type ou une semaine type, comment tu donnes de l'espace à ces différents rôles, comment tu les répartis? Oui, alors les journées ne se ressemblent pas, clairement. Ce qui est sûr, c'est que tous les matins, quand je me lève, je commence par ma pratique. Pendant entre une demi-heure et 2 heures, ça va dépendre des jours. Ensuite, je prends un petit déj, puis là, je me mets à travailler. Et le matin, généralement, je fais toute la partie créative. Donc, créative, ça va être écrire les newsletters, écrire des articles, penser à mes parcours, à mes cours, enfin, toute la partie où j'ai besoin d'être encore connectée à ma pratique, finalement. Je la fais le matin. Ensuite, l'après-midi, je réponds aux mails, je m'occupe de toutes ces choses, les 1000 choses, la compta, etc. Et puis après, ça dépend des jours, mais toutes ces choses qui ne sont pas créées dans la création, je les mets l'après-midi. Les montages, la compta, répondre aux mails, améliorer le site, le référencement. Voilà. En tout cas, j'ai largement de quoi m'occuper. Tu m'as dit un jour que justement tu as basé l'acquisition de tes nouveaux clients par ton référencement, et aujourd'hui c'est comme ça que les gens viennent à toi plus que justement par une communication réseaux sociaux. Donc comment tu as développé cette stratégie et comment s'est fait ce choix aussi, puisque aujourd'hui c'est quelque chose que tu as vraiment bien mis en place? Oui. Alors déjà, j'aime pas trop. Pour moi, je vois plus mes abonnés comme des abonnés, pas comme des clients. Je me permets juste de changer ce mot, même si en effet c'est une entreprise, etc. Hein, mais pour moi, c'est des abonnés ou des élèves, et je vois ça comme ça plus que des clients. Et en fait, il se trouve que j'ai la chance d'être bien référencée. Enfin, c'est pas qu'une chance, hein, c'est que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et finalement, mes abonnés arrivent directement, en me trouvant sur Google, la plupart du temps. Puis là, j'offre une semaine de yoga gratuit, et puis après, j'envoie des mails, etc. pour les aider à prendre ou pas cette décision de s'abonner sur Casa Yoga TV. Je suis quand même présente sur les réseaux, donc je suis très présente. J'ai un groupe privé pour Casa Yoga TV.
sur Facebook. Et là, je poste plusieurs fois par semaine, en fait, et on a des échanges, etc. C'est un peu la partie communauté est là. Mais tout ce qui est Instagram et la page Facebook, en fait, j'ai donc Ninon qui s'en occupe pour moi. Et l'idée, c'est plus d'avoir une présence pour exister, quoi, mais c'est pas, en tout cas de ce que je vois, c'est pas de là que viennent mes élèves, mes abonnés. Oui, comme tu dis, c'est pas un canal d'acquisition, mais t'es présente, si on te cherche, peut te trouver. Voilà. Comme tu dis, c'est vrai que tu as vraiment développé une forte communauté autour de Casa Yoga, même si maintenant, peut-être la partie studio physique, elle est moins importante par rapport à ce qu'elle a été à Paris, où tu disais jusqu'à 650 élèves. Maintenant, c'est surtout le studio Casa Yoga TV en ligne. Mais pour autant, c'est une vraie communauté d'abonnés, justement, très engagés, je trouve, autour de toi. Oui, tout à fait, oui. J'adore. J'adore mon métier, j'adore cette petite communauté, mes abonnés. Ouais. Il y a une chose importante sur laquelle je voulais revenir, c'est que justement ton passé, toi, c'était de travailler dans l'informatique. Et aujourd'hui, je trouve que tu as réussi vraiment quelque chose de parfait où ton métier actuel, finalement, c'est de développer cette plateforme de yoga en ligne. Et donc, c'est un peu à la croisée entre tes compétences aussi en informatique, que j'imagine que tu as pu vraiment utiliser pour construire ce site, et en même temps, toute ta passion du yoga. Enfin, j'ai l'impression que tu as vraiment réussi à créer une activité qui te ressemble à 100%, qui correspond à ton style de vie aussi, et qui est parfaite pour toi. Oui, tout à fait. J'ai vraiment, en fait, tout adapté au fur et à mesure pour que ça me corresponde le plus possible. Et le fait d'avoir été avant ingénieur en informatique, bien sûr, ça m'aide à être à l'aise, en fait, avec tous les outils. Mais ça montre encore une fois à quel point c'est important, je trouve, dans les processus de reconversion, de pas faire table rase de son passé et de s'en servir comme une force, parce qu'on sait pas dans l'avenir à quel point on va pouvoir se réutiliser toutes ces compétences qui nous seront utiles, en fait. Oui, tout à fait. Et moi, vraiment, Internet, j'adore. J'ai toujours aimé Internet, mais après, il faut voir quel usage on en fait. Mais du coup, le potentiel d'Internet pour le yoga et pour que des personnes pratiquent chez elles alors qu'elles habitent loin des studios ou qu'elles n'ont pas le temps d'aller en studio, etc. Enfin, c'est énorme, même d'un point de vue pédagogique, tout ce qui est possible grâce à Internet et le fait que ce soit enregistré avant, c'est assez incroyable. Oui, complètement. Comme tu prends soin des personnes au quotidien en leur offrant tous ces cours de yoga, les conseils également que tu apportes autour de l'Ayurveda, comment toi, tu fais pour prendre soin de toi chaque jour? Donc tu nous as parlé de ta pratique quotidienne. Qu'est-ce que tu fais pour à la fois te soutenir dans ton bien-être au quotidien, dans ton activité et ne pas être un cordonnier mal chaussé? Donc oui, bah déjà, je commence par toutes mes journées par du yoga et de la méditation, et ça, c'est ultra important pour moi. Ça me recentre à chaque fois et ça me reconnecte à l'essence, hein, parce que sinon, je pourrais aussi vite la perdre. Et après, ce que je fais pour moi, bah, c'est très simple. Hein, déjà, un truc énorme que je fais pour moi, c'est que je vis à la campagne. J'avais vraiment beaucoup de mal en vivant à Paris parce qu'il y a beaucoup de bruit, d'animation, et moi, ça ne me convenait pas du tout. Donc, m'installer là en pleine campagne, en pleine forêt, on peut dire, c'est énorme pour prendre soin de moi. Et dès que j'en ressens le besoin, bah, je vais me promener. La forêt est là, dans mon jardin, en fait. Donc, presque, quasiment tous les jours, je vais marcher entre une demi-heure et 1 heure dans la forêt. Donc ça, c'est énorme. Ce que je fais d'autre, c'est avec mon compagnon, on se prépare d'excellents repas tous les jours. C'est important pour nous, le fait de vivre à la campagne, le silence. Ensuite, j'utilise tous ces rituels de l'Ayurveda, bien sûr. Hein. Tout ce que je transmets, c'est ce que je pratique. Donc il y a les automassages à l'huile tiède. J'ai un sauna aussi, et ça c'est génial pour décompresser en fin de journée. J'ai une vie très simple en fait, très peu d'activités extérieures, je sors très peu, et c'est pas forcément ce qui convient à tout le monde, mais moi c'est ce qui me convient, d'avoir une vie simple, de me coucher tôt, dans le silence, de me lever tôt. C'est encore le silence, d'avoir exactement le rythme que je veux sans que ce soit imposé de l'extérieur. Tout ça, c'est tout ce qu'il me faut pour prendre soin de moi, en fait. Je pense pas avoir besoin de plus que
tout ça. Et en même temps, c'est déjà beaucoup et énorme tout ce que tu as réussi avec le temps à t'accorder en fait dans ton style de vie. Oui, tout à fait. Et du coup, là, ce à quoi je travaille le plus, c'est vraiment d'essayer de travailler moins, tout simplement, pour avoir du temps pour tout ça et pour pas passer de trop de temps assise sur devant mon ordinateur. Parce que j'ai plein d'idées. Je pourrais, quand on est à son compte comme ça, on pourrait travailler 40 heures par jour et avoir encore d'autres idées, de choses à faire. Mais j'apprends vraiment avec le temps à fixer mes priorités, à voir ce que je fais, ce que je ne fais pas, et à toujours reprendre du recul pour voir si je suis pas en train de partir sur quelque chose que je ne vais pas garder, si je suis pas en train de perdre mon temps, toujours revenir sur les priorités. Ouais, ça c'est important. Et ça c'est quelque chose que je fais aussi à la fin de ma pratique le matin. J'ai toujours un temps de réflexion sur ce que je vais faire aujourd'hui, ce que j'ai fait la veille, est-ce que c'est est-ce que c'est le meilleur choix possible, est-ce que je peux pas améliorer, est-ce que vraiment ça me parle, enfin vraiment me reconnecter à ce qui est important pour moi et pour Casa Yoga TV tous les jours. Sauf quand je suis en vacances. Je l'ai pas toujours fait, mais maintenant je le fais. Et déjà, j'adore ce temps d'alignement. C'est vraiment ce qui a le plus de sens. Et ça change beaucoup de choses, oui. C'est vraiment un alignement au quotidien que tu pratiques. Est-ce que ça t'arrive aussi de traverser des moments de doute dans ton activité? Enfin, en tout cas, j'imagine que dans tout ton parcours depuis le lancement des studios en 2011, et même tu l'as partagé, même déjà avant, il y a eu des phases de doute. Donc, comment tu as traversé ces moments-là et comment tu les traverses encore aujourd'hui quand ça arrive? J'ai plus vraiment de phase de doute, j'avoue. Là où j'en avais, c'est quand je me suis du coup perdue dans cette surorganisation, que je devais gérer tous les profs, que je passais mon temps à gérer. Là, je me disais mais qu'est-ce que je fais? C'est pas moi. Jusqu'à ce que je me dise non mais je dois vraiment me placer moi au centre de mon activité. Moi, je suis prof de yoga, je veux être prof de yoga. Ce qui me plaît, c'est ça. Donc ça, c'est la base. Et après, je fais d'autres choses autour. Mais voilà, donc le fait de changer mon organisation pour vraiment mettre le yoga au cœur de ce que je fais moi chaque jour, ça a effacé tous les doutes. Et honnêtement, de nos jours, non, j'ai pas de doute. Au contraire, chaque jour, je me réjouis de faire ce que je fais, d'être que tout soit aussi cohérent avec ce que je souhaite faire et ce dont j'ai besoin et ce que je souhaite transmettre. C'est génial d'arriver à cet état-là où il n'y a plus de doute dans ce que tu fais. Oui, c'est génial. Et est-ce que tu te fais accompagner? Tu me disais dernièrement que tu avais une coach. Enfin, tu te fais soutenir dans ton activité, c'est ça? Comment tu fais à ce niveau-là? J'ai quelques accompagnements. Déjà, mon premier accompagnement, c'est que je suis toujours en formation de yoga, de méditation, d'ayurveda. Ce que j'aime le plus encore, c'est de me former. Donc, on peut dire que c'est comme un accompagnement, en fait, toutes ces formations. Hein, c'est ce qui va me donner du jus. Pas que du contenu, mais vraiment du jus pour moi et me reconnecter à ça toujours. Ensuite, j'ai une coach à qui je fais appel, mais de façon ponctuelle quand j'ai des nœuds. Elle s'appelle Tiffany Forget et elle Forget ou Forget, je sais même pas comment prononcer son nom, j'avoue. Elle est française. Hein. Elle est coach, elle a beaucoup de finesse, d'écoute et d'intuition, et du coup, à des moments où j'avais des blocages ou quand j'étais bloquée, par exemple, à gérer tous les profs et tout, j'ai fait appel à elle et elle m'a aidé à revoir ce qui était important pour moi et à repartir sur un bon chemin. Ensuite, j'ai une autre coach canadienne, Amy Mitchell. Elle m'aide dans tout ce qui est stratégie, mettre en place les systèmes, voir ce qui est vraiment prioritaire pour moi. Et elle a tendance à retirer plein de choses de ma to-do list. Donc ça, j'adore. Et je fais un point avec elle peut-être tous les mois. Je lui explique un peu comment ça se passe, ce sur quoi je suis en train de travailler. Et puis elle me dit, mais t'es sûre que ça, c'est important? Enfin, il y a vraiment tout ce travail. Puis elle m'aide donc quand je dis mettre en place ces systèmes, c'est tout ce qui est automatique en fait pour que je puisse être aidée le plus possible et du coup être plus disponible pour interagir avec mes abonnés de façon spontanée quand c'est nécessaire. Et puis après j'ai encore une dernière coach
Elle s'appelle Paula Crossfield, mais elle, je sais pas, c'est juste pour l'inspiration en fait. J'ai jamais acheté de programme avec elle, par exemple. Mais elle a son entreprise ou son podcast s'appelle Cosmic Business et vraiment elle voit l'entreprise comme une démarche spirituelle. Et ça me parle vraiment beaucoup. Et c'est comme ça que j'aime travailler en fait et offrir ce que j'offre. Et donc voilà. Et je prends un cours d'anglais par semaine, une conversation en anglais, parce que je fais beaucoup de formations en anglais. Et j'ai besoin d'être plus à l'aise en anglais pour ça. Ouais, c'est super, c'est hyper complet. Oui, et tout ça, c'est aussi une façon de prendre soin de moi, en fait. Ça fait partie c'est des petites choses que je me les offre, comme je pourrais m'offrir un massage. Je m'offre ces réunions qui m'aident, en fait, à me sentir vraiment bien dans mon activité. Et je trouve intéressant dans ce que tu partages par rapport à ta coach, enfin celle qui a le podcast Cosmic Business, c'est comme tu dis, tu n'as pas forcément encore aujourd'hui eu d'interaction avec elle, mais pour autant, par tout ce qu'elle partage, elle te nourrit et elle te soutient dans son... Enfin, j'entends en tout cas que ça t'apporte. Et bah forcément, ça me renvoie aussi quelque chose à moi en tant que coach moi-même et peut-être via le biais de ce podcast, de l'apport qu'on peut avoir pour les gens dans ce qu'on partage. Et même s'ils travaillent pas forcément encore avec nous, même s'ils n'ont pas pris un accompagnement, un programme ou autre, il y a quand même tout ce qu'on apporte et qui est loin d'être négligeable et qui a de la valeur par ces partages. Oui, oui, tout à fait. J'ai même l'impression de faire partie de sa communauté. Après, j'ai déjà fait peut-être 2 fois 1 heure avec elle, juste comme ça, de discussion. Oui, des petites choses. Oui, voilà. Ah, juste un dernier truc, pardon, sur ce sujet. Vas-y. Et donc, oui, cette coach là de Cosmic Business, qu'elle met en avant, c'est l'importance de s'impliquer et de partager en fait tout ce qu'on gagne financièrement avec des associations qui sur des valeurs alignées avec les nôtres. Et ça, j'y tiens beaucoup et elle m'aide vraiment dans ce sens aussi. Donc avec Kazayuga TV, on s'implique auprès de Karuna Sechen, qui est l'association de Mathieu Ricard. Et donc j'ai créé une cagnotte pour Kazayuga TV auquel tout le monde peut venir participer. Et l'idée, le but, c'est d'arriver à récolter 5000 euros en 2023 pour créer dans un village indien un étang, plusieurs puits, donner des kits d'irrigation, etc. Et ça, c'est vraiment important pour moi aussi. Et je trouve ça vraiment super si nos entreprises individuelles comme ça peuvent permettre de soutenir des associations qui ont du sens. Ah ouais, c'est super. Comme on le disait dans l'introduction, c'est à la fois dans ton quotidien, dans ton métier, il y a déjà le sens que tu apportes aux gens, et en plus, via ton entreprise et ce qu'elle permet de récolter, de pouvoir avoir des actions comme ça, solidaires. En fait, c'est beau aussi. Oui, et j'aimerais en mettre en place encore d'autres à l'avenir. Je suis en train d'y réfléchir. Alors, je sais pas si tu es OK d'en parler, mais comme je te connais personnellement et tu l'as partagé auprès de ta communauté, je sais que tu as traversé dans cette année 2023 un gros souci de santé. Et comment, justement, quand on est indépendant, c'est des choses qui peuvent être plus difficiles à traverser que quand on a une vie de salarié, par exemple. Comment tu as pu gérer tout ça au niveau de ton entreprise? En effet, oui. Donc j'ai été gravement malade, on va dire. Pendant plusieurs mois. J'en suis sortie, j'ai fini les traitements fin mai, et ça a commencé il y a 1 an, en septembre l'année dernière en fait. J'en ai pas parlé tout de suite, hein. Déjà parce qu'au début je savais pas trop ce que j'avais, et puis après parce que je savais pas du tout comment faire par rapport à ça. Est-ce que j'allais le dire? Est-ce que j'allais... D'ailleurs, j'ai même appelé l'une de mes coachs qui m'a dit « Ah, tu pourrais dire que tu prends une année sabbatique. » Juste pour ne pas le dire. Enfin, il y avait tout un truc. Est-ce que je l'annonce? Est-ce que je l'annonce pas? Parce que je voulais pas non plus je voulais pas peser sur mes abonnés. Et puis, en même temps, pour moi, c'est important d'être vraiment en intégrité et de pas cacher, en fait, ce que je suis. Et donc, il y avait pas mal de personnes qui me disaient non, ne le dis pas. Enfin, il y a un certain
quand il s'agit du cancer, il y a beaucoup de personnes qui essayent de le cacher. Et en fait, c'est dommage parce que plus on le cache, plus les autres vont le cacher aussi. Enfin, on peut changer des choses à ce niveau-là aussi. Donc, j'ai fini par décider d'en parler tout simplement. Et j'ai envoyé un message et là, j'ai reçu un soutien énorme en fait et qui m'a vraiment supporté pendant mes traitements, pendant ma maladie, qui m'a donné beaucoup d'énergie et qui m'a vraiment facilité les choses énormément. Donc ça, j'ai trouvé ça génial d'être supportée ainsi par ma communauté en fait dans un moment comme ça. Et du coup, j'étais contente aussi d'avoir Casa Yoga TV parce que finalement, c'est comme si j'avais tout préparé pour pouvoir être malade quelques mois. Parce que j'avais en plus tourné beaucoup de parcours ces derniers temps, donc tout le monde avait largement de quoi s'occuper avec tout ce que j'avais déjà fait. Et j'ai pu finalement juste continuer à envoyer une newsletter par semaine et remettre en avant des contenus que j'avais déjà créés. Et puis j'ai repris mes activités là de façon un peu plus soutenue récemment, mais pas si soutenue que ça. Hein. Je travaille peut-être à mi-temps là, pas beaucoup plus. 4 heures, 5 heures par jour maximum. De toute façon, plus on est aligné et mieux c'est, quel que soit quoi qu'il nous arrive finalement. Si on est aligné, on va réussir, je trouve, hein, à mieux l'encaisser que si on n'est pas à sa place et qu'en plus il nous arrive des choses comme ça, des maladies, ça va être encore plus compliqué finalement psychologiquement à gérer et peut-être que même j'aurais plus de mal à guérir. Enfin, on ne sait pas en fait. Donc oui, voilà, même malade, j'étais très heureuse d'avoir cette entreprise, cette activité. Et comment tu te vois évoluer dans l'avenir, l'avenir de Casa Yoga TV, tu le vois comment? Ma première réponse spontanée, ce serait « j'aimerais travailler moins pour jardiner plus ». Parce que vraiment, j'aime jardiner et dans l'idée, j'aimerais travailler moins. Mais en même temps, j'ai vraiment beaucoup d'idées, de nouvelles choses à partager et j'aime mon travail. Donc, je pense que jardiner plus, ce sera pour dans quelques années. Et pour l'instant, je continue à me concentrer sur Casa Yoga TV. J'ai beaucoup d'idées de nouveaux programmes, notamment un programme pour bien dormir avec le yoga et l'ayurveda, ou ajouter encore plus d'ayurveda finalement sur Casa Yoga TV pour aller plus finement dans ces déséquilibres et voir comment trouver des solutions à nos déséquilibres. Voilà, après j'ai pas non plus de super grande ambition pour Casa Yoga TV à part de continuer à partager avec mes abonnés. Et reprendre les retraites, j'espère, bientôt. Peut-être même à l'étranger. Je verrai. Oui, et puis effectivement, il y a ton lieu magnifique en Corrèze. J'invite vraiment les personnes, quand tu rouvriras des retraites, à venir visiter ce lieu parce que c'est au-delà de juste l'expérience du stage de yoga, c'est vraiment le style de vie et tu fais goûter aussi à tout ça. C'est pas uniquement que la pratique. Oui, tout à fait. Et ça, j'aimerais bien pouvoir partager encore davantage, mais bon, c'est pas toujours évident en stage et donner des cours de cuisine ayurvédique ou végétarienne. Donc oui, les retraites, en effet, c'est une expérience complète que je propose. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais aborder sur ton parcours entrepreneurial, sur Casa Yoga TV? Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu avais envie de partager? Non, à part, pour moi, ce qui est vraiment important, c'est de rester toujours, de jamais perdre de vue qui on est dans son entreprise et de s'assurer qu'on n'est pas en train de partir dans des choses qui ne nous correspondent pas, en fait. Toujours se recentrer. Voilà, il y a les opportunités et il y a ce qu'on est, ce qu'on veut vraiment faire. Complètement. Et si aujourd'hui, tu avais un conseil à donner à une personne qui est, par exemple, en réflexion avant de devenir prof de yoga ou de changer de voie ou un jeune prof de yoga débutant qui est un peu dans la phase peut-être un peu de galère au départ, c'est pas forcément évident, quel conseil tu donnerais? Le premier conseil que je donnerais, c'est finalement de prendre son temps et de vraiment pratiquer beaucoup et de se sentir vraiment prêt et de ne transmettre que des choses qu'on a complètement intégrées et digérées. Donc, prendre son temps pour commencer. Et ça revient avec quand on parlait d'incarner vraiment ce qu'on transmet, en fait.
que ce soit déjà complètement complètement incarné dans notre vie et que le transmettre, c'est juste une suite logique, finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et également de prendre soin de soi parce qu'on est au cœur de notre activité. Donc, si on est fatigué ou en burn-out ou si on croit plus à ce qu'on fait, très vite, ça va devenir compliqué. Donc, il faut constamment revenir à ce qui est important pour nous. Un autre détail, on peut dire, entrepreneurial pour un jeune prof qui voudrait se lancer, c'est quand on fait son business plan, il ne faut pas penser qu'on va donner 40 cours par semaine et multiplier par le tarif d'un cours parce que ce serait beaucoup trop fatigant en fait quand on est prof. Donner 10, 12 cours par semaine, c'est déjà énorme. Et je pense que ça vaut pour toutes les activités, mais en plus, en dehors des cours, on a plein de choses à gérer, et la communication, et sa pratique personnelle. D'une façon générale, pour quelqu'un qui se lance, je pense que oui, on est le centre de notre activité, donc il faut prendre soin de soi, prendre soin de son énergie, et puis avoir des rituels qui nous ramènent à soi tout le temps, ne pas se perdre dans l'activité. Oui, on peut vite s'y perdre, ça c'est vrai. Oui, non mais c'est sûr, moi je me rends compte que régulièrement, j'ai aussi besoin de me mettre dans ces phases-là et je me reconnais dans ce que tu dis, le côté d'avoir tout le temps plein d'idées, parce que l'entrepreneuriat, c'est un espace de créativité qui est assez illimité, mais en même temps, on est notre propre garde-fou, puisqu'on est seul maître à bord, donc on est obligé aussi de jouer ce rôle-là pour nous-mêmes. Et c'est pas forcément évident d'être à la fois le créatif et en même temps le, entre guillemets, censeur qui va limiter le nombre de projets, mais pour notre santé, tout simplement. Et c'est vrai que pour ça, c'est bien d'avoir quelqu'un, d'avoir un coach avec qui on peut faire un point, qui vérifie qu'on n'est pas en train de partir dans toutes les directions. Oui. Et d'avoir quelqu'un avec qui discuter en fait de son activité, parce que sinon, finalement, on est seul, on n'a aucun recul, on est débordé, donc on ne prend pas ce recul. Et ça change tout d'être accompagné. Oui, complètement. Ce podcast s'appelle « Un autre chemin est possible ». Donc, selon toi, lequel ou lesquels? Et pour moi, un autre chemin, ce serait un chemin où chacun pourrait se sentir à sa place, tout simplement, dans ce monde, et vivre en étant aligné avec des valeurs qui nous tiennent à cœur. Une façon de vivre où on pourrait retrouver du temps plutôt que d'être tous débordés, et du temps pour soi, du temps pour ses proches et pour redonner du sens, tout simplement. Merci beaucoup Delphine pour ces mots. Est-ce que tu as une actualité à partager ou si justement les gens, suite à cet entretien, ils ont envie d'en savoir plus sur toi, sur ton métier, je mettrai les liens évidemment dans l'épisode. Qu'est-ce que tu peux nous partager autour de ton activité pour te retrouver? Le mieux, c'est d'aller sur mon site casayoga.tv et assez vite, on retrouve un programme gratuit déjà pour découvrir mon approche. Et je pense que c'est la meilleure façon d'entrer en contact. Trop bien. Je remettrai les liens dans cet épisode. Je te remercie infiniment pour ton temps, pour ton authenticité aussi au travers de tous tes partages que tu as pu vraiment nous livrer. Et je trouve que j'en ressors avec une vision beaucoup plus complète de la femme que tu es et de qui se cache aussi derrière la prof de yoga que je connais principalement. Et c'est chouette aussi pour ta communauté d'avoir cette vision-là aussi de toi. Donc merci beaucoup Delphine. Merci Marion. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, ce que je retiens du partage de Delphine, c'est qu'une reconversion, ça peut prendre des années à maturer et qu'une fois que c'est le bon moment, ça peut aller très vite. Je retiens aussi qu'on peut vite se perdre dans son activité quand elle grossit et que c'est important de se remettre au centre et de prioriser pour ne pas partir dans tous les sens. Qu'il est aussi important de continuer à se former en continu et de se faire accompagner pour avoir justement ces moments de prise de recul sur son entreprise qui me paraissent vraiment indispensables. Ça m'a aussi beaucoup touchée quand Delphine rappelait qu'elle est vraiment partie de zéro, parce que c'est vrai que quand on voit des personnes qui ont des activités bien installées, on a tendance à l'oublier. Et quand elle disait effectivement qu'à chaque cours, au départ, elle était tout le temps là, même s'il y avait personne qui venait assister au cours, ça rappelle à quel point l'engagement est important quand on se lance au départ, avant de faire décoller son activité.
Donc si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter avec des étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou Spotify, vous pouvez le noter. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode en solo. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou en séance si vous avez justement envie de créer ces espaces de prise de recul dont on a parlé pendant l'épisode avec Delphine. Je vous dis à très bientôt.